Bonjour. En 2030, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise qui dira encore « mon entreprise » sera en voie de disparition. Seuls auront survécu ou survivront ceux qui diront « notre entreprise ». Je vais le montrer que la structure de l'entreprise change, le management de l'entreprise change, les relations avec les clients sont en train de changer. Ceci nécessite que je vous parle un peu des tendances des industries de 2030 qui sont déjà en train de se dessiner aujourd'hui. Parce que les progrès de la science, les progrès de la technique vont à une vitesse extraordinaire que l'on qualifie d'ailleurs d'accélération exponentielle. Ceux qui ont fait un peu de maths savent la différence entre une évolution linéaire et une évolution exponentielle. Nous sommes dans une évolution exponentielle en ce moment. Mais 15 ans, ça a l'air très loin. 2030, 15 ans à peu près. Mais 15 ans avant, c'était l'an 2000. Et en l'an 2000, comme vous le voyez, l'iPhone et l'iPad n'existaient pas. Google venait à peine de naître. Vous pouvez lire ici ce qui nous semble tellement évident aujourd'hui ne l'était pas du tout à cette époque-là. C'était seulement il y a 15 ans. Nous étions 6,5 milliards d'habitants sur la planète. Nous sommes 1,5 milliard de plus. Et en 2030, nous serons 8,5 milliards. Donc cette accélération exponentielle change complètement notre vision du monde et notre environnement. Et donc ceci se passe à partir de ruptures, ce qu'on appelle de plus en plus des ruptures. J'en ai défini ici 5, mais elles ne sont pas déconnectées les unes des autres. En fait, elles sont toutes ensemble, elles se fusionnent les unes avec les autres. Pourquoi? La première des grandes ruptures, c'est la fin d'Internet. En 2030, Internet aura disparu complètement parce qu'il sera fusionné dans un écosystème numérique, de même qu'aujourd'hui, le gaz, l'eau, l'électricité, l'oxygène que nous respirons font partie de nos vies. L'écosystème numérique va tout relier ensemble. Toutes les activités professionnelles, la production, la distribution, les services, les relations, la politique, l'économie, la culture, l'éducation. La deuxième grande rupture, c'est la rupture de la production décentralisée d'énergie. Ce qui veut dire que les industries offrant des systèmes de production d'énergie décentralisés pour les entreprises et pour les particuliers vont se développer d'une manière considérable. Mais pas seulement la transition énergétique, la distribution d'énergie va être totalement modifiée. Nous rentrerons dans une période que je qualifie de démocratie énergétique. Une énergie en peer-to-peer, grâce à un réseau qui sera sans doute plus important qu'Internet, que j'appelle Enernet. Des smart grids interconnectés les unes avec les autres, où le numérique va jouer un rôle très important. La troisième grande rupture, je l'appellerai, si vous le voulez bien, l'industrie 2.0, c'est-à-dire une industrie bottom-up plutôt qu'une industrie top-down, c'est-à-dire des TPE, des toutes petites entreprises, des PME, fédérées les unes avec les autres, en complémentarité des grandes entreprises qui vont évidemment se poursuivre, mais grâce à la transformation du numérique en matière. La transformation du numérique en matière, c'est notamment ce que font ce qu'on appelle d'un mauvais nom les imprimantes 3D et que je préfère appeler les micro-usines personnalisées qui se développent de grande taille aussi dans les entreprises parce que leur prix diminuant, et vous verrez en 2030 les changements considérables, leur taille augmentant ou leur taille diminuant et la capacité de traiter tout matériau, non seulement du plastique, mais de l'or, de l'argent, du verre, de la céramique, sont en train de conduire à un bouleversement industriel. La troisième grande rupture, c'est celle du mariage du numérique et de la biologie. Le mariage du numérique et de la biologie fait que la santé va passer d'un système curatif à un système préventif, ce qui est un bouleversement pour la grande industrie pharmaceutique, un bouleversement pour l'industrie agroalimentaire. Grâce aux différents trackers, les gens vont pouvoir mesurer de plus en plus les effets de leur comportement sur leur santé. Et l'entreprise va entretenir le capital santé en 2030
des personnes qui travaillent, beaucoup plus que maintenant avec la participation de chacun. Donc la fusion du numérique et du biologique, la fusion du numérique et du matériel. Et pour être complet, je dirais que le plus surprenant peut-être en 2030, et nous y sommes déjà, c'est le passage de l'ère de la communication à l'ère de la symbiose. Ce terme paraît très scientifique et paraît trop fort, mais vous le connaissez, vous le comprenez. Si on fait un sondage, on pose aux gens la question « Qu'est-ce qui vous avait semblé dans les sciences et les technologies le plus frappant au cours de ces 30 dernières années ?» Une grande majorité répondra « la communication ». Et maintenant le smartphone, les tablettes, les réseaux, les satellites. Mais nous entrons dans une ère qui va dépasser la communication et que j'appelle l'ère de la symbiose, c'est-à-dire une interaction de plus en plus étroite entre notre corps, entre nos bureaux, entre nos entreprises et l'écosystème numérique dans lequel désormais nous baignons. Et ceci va être amplifié par le mariage de plusieurs sciences qui construisent et qui constituent une frontière, enfin la diminution d'une frontière entre le biologique, le matériel, l'électronique et le numérique. En abrégé, on les appelle les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, les infotechnologies et les sciences cognitives. Donc la fusion de ces différents domaines va créer la symbiose avec le numérique, de nos corps avec l'écosystème numérique dans lequel nous entrons. Nous devenons progressivement, et vous l'êtes déjà, en descendant l'escalier tout à l'heure, je voyais tous les écrans allumés devant vous, sur vos genoux, soit des ordinateurs, soit des tablettes, soit des smartphones. Vous êtes déjà, mesdames et messieurs, des hommes et des femmes augmentés. Vous avez des fonctions, 5 ou 6 de plus que celles avec lesquelles vous êtes nés. Vous avez une fonction d'ubiquité avec les webcams, vous pouvez voir en temps réel ce qui se passe à des endroits. Vous avez une fonction d'orientation avec votre GPS. Donc vous êtes des hommes et des femmes augmentés. Ça a déjà commencé cette année, depuis déjà assez longtemps déjà. Ça a commencé à partir du moment où on a porté sur soi des outils pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire en sorte que notre portefeuille, notre montre nous donne l'heure. Vous voyez, c'est la personne de gauche, le numéro 1. En numéro 2, vous voyez une personne qui est déjà, nous, bien entendu maintenant, qui porte des outils métables et pas seulement des outils portables, de plus en plus intégrés à nos bracelets, à nos vêtements, voire aux semelles de nos chaussures, comme on l'a vu au CES à Las Vegas. Et puis, vous voyez, la troisième étape, c'est que les smartphones, les ordinateurs puissants que nous avons dans nos poches se transforment de plus en plus en télécommande universelle. Vous voyez, cette personne, elle est au centre d'un cercle, elle communique avec tout son web personnel, le web qu'elle porte sur elle ou le web qu'elle a autour d'elle, un web d'outils personnels qui communique avec ce télécommande universel qui s'appelle maintenant le smartphone. Et vous voyez que vis-à-vis de la voiture, et ce sera de plus en plus le cas avec la voiture électrique, vis-à-vis de la maison, vis-à-vis du bureau, et vis-à-vis de ce que l'on appelle de plus en plus la ville intelligente, la symbiose entre le corps, notre travail avec notre environnement se réalisera de plus en plus en 2030. Alors il faut parler aussi des différents modèles de l'entreprise de 2030 qui sont en train de naître. Ils ont déjà commencé maintenant, c'est ce que j'appelle les disrupteurs. Les disrupteurs nous donnent certains des modèles de l'entreprise de 2030. Vous allez voir ici sur cette diapo, c'est dommage que d'ailleurs la diapo soit petite pour les personnes du fond. Il y a un immense écran, mais il y a des choses qui ne servent à rien dessus. Je le dis pour les organisateurs, c'est pas grave, c'est juste une petite critique. Je pense à toutes les personnes du fond de la salle. J'ai des super diapos avec des choses pas mal faites. J'ai passé beaucoup de temps à les faire. Et vous allez malheureusement voir des diapos sur un tout petit écran en haut. Et moi, j'ai un écran de contrôle qui me permet à peine de lire ce que je veux vous dire. Mais enfin, je vais essayer quand même de vous le dire. Excusez-moi les organisateurs, mais je fais une petite remarque. L'art de la disruption, c'est la nouvelle génération des entreprises qui grandissent les plus vite que jamais on a vu une croissance d'entreprises dans le monde depuis l'existence des entreprises. Vous les connaissez, c'est Uber, c'est Instacart, c'est Airbnb, c'est Netflix, c'est Twitter, c'est WhatsApp, Facebook, Google. Comment ces entreprises ont fait pour grandir aussi vite? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elles représentent une fine couche
qui se superposent à des énormes systèmes de distribution, quels qu'ils soient, bancaire, transport, assurance, hôtellerie. Donc une fine couche qui se superpose à des énormes systèmes de distribution où résident les coûts et qui, grâce à des algorithmes qui mettent en relation l'offre et la demande, s'interface avec la multitude de gens où se trouve l'argent. Vous avez compris? Une fine couche au-dessus d'énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts, qui s'interface avec une multitude de gens où se trouve l'argent. Voilà le secret de l'art de la disruption. Et ça va plus loin. C'est qu'il se transforme en plateforme. Le modèle de l'entreprise de 2030, il y en aura traditionnel, des pyramidales, verticales, hiérarchiques, bien entendu. Mais de plus en plus, les entreprises sont des plateformes. Je vais l'expliquer, je vais vous donner des exemples. D'abord, comme vous le voyez ici, ces plateformes qui sont bien connues, Uber, la plus grande entreprise de taxi au monde, ne possède aucun véhicule. Facebook, un des plus grands producteurs de contenu de médias, ne crée aucun contenu, ou très peu. Airbnb, la plus grande entreprise aujourd'hui d'hébergement dans le monde, ne dispose d'aucun immobilier. Et Alibaba, une des plus grandes entreprises de e-commerce dans le monde, en Chine notamment, n'a aucun stock. Donc vous voyez que ces entreprises-là ont la capacité de créer cette fine couche par-dessus des systèmes existants en faisant ce que j'appelle la désintermédiation. Ce sont des entreprises de désintermédiation qui inversent, très important pour l'entreprise 2030, qui inverse le modèle classique. Quel est-il? Il va de produits et de services fabriqués par des entreprises, distribués par des réseaux de distribution, amplifiés par le marketing pour toucher des consommateurs qui achètent les produits sur lesquels on obtient une marge bénéficiaire. Le système s'inverse avec la désintermédiation. Ce sont les clients, les usagers qui, de l'autre côté, contribuent dans les plateformes à créer de la valeur ajoutée, à créer du big data que réutilisent les dirigeants de ces plateformes pour les revendre à d'autres ou les revendre encore aux clients avec une valeur ajoutée à laquelle eux-mêmes ont contribué. Donc il faut bien comprendre que ce modèle de 2030 est un modèle qui est déjà en cours aujourd'hui et qui va s'imposer de plus en plus pour les entreprises. On va le voir dans un instant, la fin de la vision hiérarchique, l'établissement des plateformes, la transformation du pouvoir pyramidal en un pouvoir transversal. Donc tout ceci, ce nouveau modèle, cette désintermédiation, ces disrupteurs, on les a couverts sur le terme d'ubérisation. L'ubérisation, c'est quoi? Vous le voyez un peu ici avec toute une série d'entreprises consacrées au transport, à la nourriture, à l'hébergement, aux services de proximité. Vous le voyez sur cette diapo, malheureusement trop petite, mais si vous essayez de deviner un petit peu, vous voyez une fourchette, vous voyez une voiture. Donc, tout ceci veut dire que des petites entreprises, maintenant des moyennes et des très grandes, ont créé la désintermédiation des structures traditionnelles en faisant le tour et en offrant des services et des produits beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus personnalisée que ça n'a jamais été le cas avant. Donc voilà les modèles de l'entreprise de 2030 qui se mettent en place progressivement. Mais attention, c'est que certains ont été tellement vite et sont devenus tellement puissants qu'ils se positionnent en termes de monopole, en quelque sorte. C'est le cas de ce qu'on appelle GAFAMA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, et Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. GAFAMA et Natu sont des entreprises qui ont cru très rapidement, je l'ai expliqué comment, et qui créent aujourd'hui un véritable monopole. On est obligé de passer par eux. En quelque sorte, ils nous ont esclavagisés, si je me permets cette expression trop forte, mais c'est pour vous faire un peu rigoler. Ils nous ont transformés en pronétaires, le terme que j'ai créé en 2003 dans mon livre « La révolte du pronétariat », c'est-à-dire ceux qui sont pour et sur le net, nous tous, pronétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc ils nous ont transformés en pronétaires, c'est-à-dire que, en raison du win-win, Google m'apporte des moteurs de recherche dont j'ai absolument besoin, Amazon des livres que je trouve très vite, Facebook des contacts avec mes amis.
Donc, grâce à ce win-win, j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Le big data que je crée dans tous ces services leur sert avec des moteurs de recherche extrêmement puissants, avec de l'intelligence artificielle, avec des systèmes de pattern recognition, de dégager de cette mine d'or, on a parlé de gisement de pétrole tout à l'heure, on a de dégager de cette mine d'or des produits nouveaux qu'ils vont revendre, c'est sur lesquels ils font leurs bénéfices. Je continue à lire dans la presse que des journalistes appellent Google le moteur de recherche ou Google l'entreprise de publicité. Ça n'a plus rien à voir. Ce sont des plateformes d'intelligence collaborative, c'est-à-dire des systèmes qui reçoivent, qui donnent et qui re-reçoivent de ce qu'ils donnent pour créer constamment du nouveau et innover. Donc, attention, ces monopoles deviennent des entreprises États. Nous sommes des États-nations pyramidaux avec un président, un Premier ministre, un roi ou une reine en haut et puis des électeurs en bas, pas dans les royautés, mais enfin bon. Et ces systèmes pyramidaux sont déstabilisés par les entreprises États que sont devenues GAFAMA et Natu. C'est-à-dire qu'ils ont la capitalisation boursière et surtout le cash plus important que certains États. En plus, ils ne payent pas d'impôts dans les pays où ils travaillent, ils peuvent distribuer leurs profits et leurs bénéfices un peu partout. Et donc, le véritable danger, c'est qu'ils peuvent, quand ils veulent, s'ils le veulent, racheter l'industrie automobile d'un pays. Je ne vous donne pas de détails sur les nôtres, par exemple. Donc, voilà pourquoi ils sont à la fois utiles, c'est à la fois du win-win, et en même temps, c'est difficile et c'est dangereux de ne pas essayer de résister contre cette vision monopoliste. Alors, comment faire pour arriver en 2030 ? Quelle stratégie faut-il employer pour être compétitif ? D'abord, l'entreprise digitale ou numérique dont on nous parle le plus souvent va être nécessairement gérée par des gens qui ont cette culture du numérique. Et la culture du numérique, on en a parlé tout à l'heure, elle se forme, vous êtes là, et ce genre de colloque est là pour aider à la développer. Mais je pense que les DSI sont en voie de disparition. Excusez-moi, il y en a plein dans la salle, mais ils comprennent ce que je veux dire. Les DSI sont en voie de disparition parce qu'on va voir à venir de plus en plus, c'est les CDO, c'est-à-dire les Chief Digital Officers, que l'on peut traduire en français par les directeurs de l'intégration numérique, les DIN, les DIN. Les DIN vont être plus proches du management du CEO, enfin du PDG, que n'ont jamais été des responsables techniques dans l'entreprise, les directeurs de recherche ou les directeurs techniques. Le DIN va jouer un rôle absolument fondamental pour faire en sorte que l'entreprise digitale, et ça c'est la stratégie fondamentale qu'ont déjà engagée une quinzaine de grandes entreprises françaises, puisqu'on parle de la France du CAC 40, c'est de transformer l'entreprise de manière numérique, du haut vers le bas, du bas vers le haut. C'est-à-dire pas seulement en ayant un site web ou en comptant le nombre de likes sur leur site Facebook, ce qui est ridicule. Ils disent « oh, ben, je suis sur Internet ». Bon, c'est la transformation complète de l'entreprise depuis la relation des gens entre eux pour le management et la productivité managériale en utilisant tous les algorithmes et les applis nécessaires, pas en termes de silos, mais de manière transversale. C'est la formation interne avec les MOOC ou les SPOC. Les SPOC, c'est les Specialized... les MOOC, vous savez ce que c'est, les Massive Online Organized Courses. Et les SPOC, c'est les cours spécifiques faits par les entreprises, pour les entreprises sur leur intranet notamment, ou pour des clients extérieurs. Et donc, grâce à ces techniques digitales, le DIN va pouvoir aider à transformer la stratégie de l'entreprise. Et aussi, surtout, la relation qu'on appelle CRM, Customer Relation Management, c'est-à-dire la relation numérique avec les clients, qui est plus seulement le marketing numérique. Tout ça, c'est un peu ringard. C'est l'intégration complète de tous les outils numériques dans la relation avec le client, pour que le client soit non seulement un acheteur ou une acheteuse, mais aussi un producteur. Donc voilà les importances de cette stratégie numérique pour 2030, et déjà beaucoup y sont engagés. Alors cette entreprise 2030, je vais vous dire des choses sur sa structure et sur son management. D'abord, sur sa structure, on est en train de passer, et on y sera de plus en plus, ceux qui n'y seront pas auront disparu, comme je l'ai dit, ceux qui diront « mon entreprise » plutôt que « notre entreprise », en train de passer d'une forme de pouvoir fondée sur des rapports de force, la compétitivité et la concurrence, qui restera nécessaire, mais d'une manière différente, aux rapports de flux. Les rapports de flux, ce sont des rapports d'échange d'informations, d'échange de connaissances, d'échange de biens et de services.
d'échanges qui permettent de savoir ce que l'on donne et de savoir ce que l'on reçoit. Donc ce sont des échanges qui se fondent sur l'information. Sans information, je ne sais pas ce que je donne et je ne sais pas ce que je reçois. Mais cette information en temps réel permet de s'adapter constamment, comme le réservoir que vous voyez qui se remplit et qui se vide en même temps, en haut. Alors que dans le cas du rapport de force, c'est un rapport binaire. Tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre doit le reprendre. C'est ce qu'on appelle une escalade. On l'a vu dans les rapports de force pour les armements, on le voit dans les rapports de force des partis politiques, entre les syndicats et le patronat. Ces rapports de force sont dépassés dans l'entreprise de 2030. Les rapports de flux doivent conduire à ce que j'appelle le pouvoir latéral par rapport au pouvoir pyramidal que vous voyez en dessous. La pyramide hiérarchique du pouvoir, elle est nécessaire à cause du contrat de travail et à cause du code du travail. Le contrat de travail précise qu'une personne vend son temps à une entreprise qui lui donne des directives à exécuter pendant ce temps. Donc, si vous vendez votre temps à une entreprise et qui vous paye pour ça, elle est obligée de vous surveiller. D'où les lieux de surveillance qu'ils appellent des bureaux et des entreprises entre quatre murs. D'où une hiérarchie de personnes qui surveillent ce que font les autres pour être sûr que dans le temps qu'on vous paye, vous faites le travail qu'on vous a demandé de faire. Donc le contrat de travail et le code de travail ont conduit, et c'est en train de changer, je vais montrer pourquoi, à cette vision pyramidale traditionnelle des entreprises classiques en voie de disparition, ou celles qui continueront à être comme ça seront en 2030 en grande difficulté, sauf quelques majors qui vont se garder leur pouvoir en raison de relations politiques et économiques internationales, parfois monopolistes, comme je l'ai dit. Donc vous voyez au-dessus que par rapport à ces rapports de force et cette vision pyramidale de l'entreprise classique est en train d'émerger une entreprise où l'approche du pouvoir transversal, fondée sur des rapports de flux, des échanges, une communication permanente entre les acteurs et les réseaux permanents de ces acteurs, permet de changer la donne et de travailler différemment. Donc on va vers des plateformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus que vers des entreprises classiques pyramidales, des plateformes dans lesquelles, je l'ai dit, je le répète, mais c'est important, le client aura un rôle fondamental. Alors les plateformes, là aussi malheureusement vous ne pouvez pas lire, si peut-être, la plateforme telle que définie par Simon dans son magnifique livre « The Age of the Platform » que je vous recommande à tous, Phil Simon. Et en gros, la plateforme, c'est un écosystème adaptable qui intègre rapidement des nouveaux produits et des nouveaux services grâce aux clients qu'on appelle les prosumers, c'est-à-dire des producteurs-consommateurs, des partenaires qu'on appelle aussi en anglais les stakeholders, voilà, aux technologies numériques, j'en ai parlé, et aux bénéfices mutuels des acteurs, le win-win. Ça résume un peu ce que je vous ai dit dans les 4 ou 5 diapos précédentes. Donc, se transformer en 2030 en plateforme, c'est une structure différente de l'entreprise classique traditionnelle et le numérique va considérablement y aider. Alors, parlons du management. J'ai dit la structure, je vous ai dit quelques mots de la structure. Parlons du management. D'abord, avant de parler de management de l'entreprise de 2030, prenons conscience d'un fait indiscutable. C'est le nombre et l'augmentation des travailleurs indépendants. Est-ce que nous allons vers ce que certains préconisent, la fin du salariat classique, dans le cadre de ce que j'ai expliqué, le contrat de travail et le code du travail? Vous voyez ici que la montée des indépendants aux États-Unis, c'est de plus 27%, alors que la montée des salariés, tiens, ah voilà, alors que la montée des salariés... Ah merci, bravo. Alors que la montée des salariats, c'est plus 5,4% aux États-Unis. En 20 ans, il y aura 44 millions d'Américains travaillant en indépendant sur une base hebdomadaire régulière. Retenez ça, mais je continue. Ça va plus loin. Ce qu'on appelle les millennials, ce qu'on appelait jadis la génération Y ou la NetGen en France. Les millennials, c'est ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000. C'est pas vous. Et ces millennials sont en train de bouleverser le monde. Alors, ce n'est pas la peine de vous refaire un dessin sur des livres ou des conférences précédentes. Mais vous voyez que ces millennials représentent déjà 30% des indépendants dont je vous ai parlé aux États-Unis. Leur nombre est passé de 19 millions en 2011 à
de 1,9 million en 2011 à 5,35 millions en 2015 par rapport aux baby boomers, 33%, aux seniors, etc. Donc vous voyez que ce travail indépendant prend une place de plus en plus grande aux États-Unis et dans le monde. Vous voyez qu'en France, le nombre des indépendants s'accroît très vite, plus 25% en 5 ans. Nous avons 2,8 millions d'indépendants. Vous voyez la croissance comparée à la croissance des salariés traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de plus en plus de ces indépendants, qu'on appelle aussi aux États-Unis des slashers, des freelancers, ou des freelancers sont capables de désintermédier des entreprises par leur auto-entrepreneuriat et en réseau. Je répète ce que j'ai dit sur l'écosystème numérique. Cette génération-là sait que dans l'écosystème numérique, en 2 clics de souris ou en 3 doigts sur une tablette, ils ont les gens et les outils nécessaires pour lancer ce qu'ils veulent lancer. Vous comprenez bien? C'est autour d'eux en permanence. Ils peuvent trouver les gens dont ils ont besoin. Je vais vous montrer des logiciels dans un instant qui permettent de le faire. Et les outils, les applis, il y a 2,6 millions d'applis téléchargeables en iOS et en Android, de les trouver tout de suite dans l'écosystème numérique. Donc ces slashers, ces indépendants, ces freelancers bouleversent la structure de l'entreprise, bouleversent la relation entre la production, la distribution, le travail et les clients. Alors, dans tout ça, est-ce que le manager augmenté de demain et la manageuse, terme qui n'est pas très beau mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, vont-ils avoir à gérer une coopérative d'indépendants? C'est la question que je pose. Je pense que le manager augmenté, qui, dans mon esprit, ne sera pas seulement augmenté avec des nouvelles technologies, enfin, depuis le temps qu'on dit nouvelles, disons avec les technologies du numérique, pas seulement augmenté par la tech, augmenté par les gens. Le manager augmenté sera quelqu'un qui sera augmenté grâce aux gens qu'il aura su organiser en réseau, en projet pilote, en projet permettant d'avancer ensemble, d'évaluer son avance par rapport à ce que l'on cherche comme objectif. Donc c'est ça le manager augmenté de demain, augmenté grâce aux gens. Est-ce qu'il aura à gérer une entreprise, comme le dit Michel Hervé, qui deviendra de plus en plus une coopérative d'indépendants? La question se pose pour 2030. Est-ce que le management du futur va être une gestion d'une coopérative d'indépendants, où les qualités du manager ou de la manageuse vont être différentes? Les qualités qui aujourd'hui sont surveillance, contrôle, récompense, réprimande, vont-ils se fonder sur d'autres valeurs? Et si j'ai mis ici 2030 l'apport des manageuses, c'est parce que je pense que les entreprises qui n'auront pas au moins 50% de femmes et 50% de femmes dans leurs équipes exécutives seront vouées à disparaître. Je le dis comme je le pense et comme je le pratique. À la Cité des Sciences et dans Univers Sciences, nous sommes 1500 personnes. Quand je regarde le CODIR, le comité de direction du lundi matin, nous avons une grande salle avec une table de 40 personnes. Il y a 32 femmes et 8 hommes. Parce que les femmes ont une capacité créatrice, une vision systémique, contextuelle des interdépendances entre les choses, beaucoup mieux que nous. Nous sommes trop analytiques, trop cartésiens, trop linéaires dans nos décisions, trop ponctuels, trop concurrentiels, trop compétitifs. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas concurrentielles et compétitives. Je connais des femmes de pouvoir extrêmement terrifiantes. J'en ai pratiqué quelques-unes. Mais je pense surtout que les qualités des femmes sont essentielles à l'entreprise de 2030 et qu'elles ne sont pas suffisamment représentées dans un pays comme le nôtre et certains pays latins de l'Europe. Je voyage énormément, je donne des conférences dans le monde entier. Ma société Biotix conseille une quinzaine de grandes entreprises dans le monde et je suis stupéfait de voir la proportion féminine par rapport à la proportion masculine. Je suis pratiquement à 50 ou 60 quand je vais en Suède ou dans des pays nordiques. Donc voilà, je tenais à vous dire que la manageuse de 2030 va être essentielle dans son type de management et dans sa relation avec le personnel de l'entreprise, beaucoup d'indépendants internes. Alors, les qualités dont je parlais tout à l'heure, pour les hommes et pour les femmes, pour moi, elles sont au nombre de 5 principales.
Alors évidemment, il y a le savoir-faire managérial qu'on apprend à l'INSEAD ou à Harvard Business School, dans les bonnes écoles de management. Je parlais tout à l'heure avec le directeur de l'école de management de Lyon. Bien sûr, il faut apprendre des choses, il faut du savoir-faire et une compétence. Mais il faut surtout 5 choses. 1, du charisme. 2, de la vision à long terme. 3, des valeurs d'empathie, d'altruisme, de générosité, de respect de la diversité, de respect des autres. 4, une écoute permanente des gens. 5, la confiance. Moi, j'ai développé dans mon expérience, j'ai passé 12 ans aux États-Unis à faire de la recherche, à enseigner, et j'ai pris aussi des cours de management à la Sloan School. J'avais inventé ce que j'appelais le MBWA. Vous savez ce que c'est que les MBA? C'est le Management of Business Administration. Moi, le MBWA, c'est le Management by Walking Around. C'est-à-dire aller voir les gens dans leur bureau, discuter avec eux, être en proximité constante et être capable de comprendre les gens, d'être empathique et généreux vis-à-vis d'eux. Donc, ces caractéristiques du management du futur sont essentielles dans l'entreprise de 2030, que je résume ici et qu'enfin vous pouvez lire. C'est premièrement de bien accompagner le pouvoir transversal, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intelligence collaborative, l'intelligence connective par les réseaux internes de l'entreprise, on appelait ça jadis des intranets, et par l'intelligence collective, c'est-à-dire de créer les conditions qui font que les gens résolvent les problèmes à l'endroit où ils se trouvent plutôt que d'attendre les directives venant du sommet. C'est importer dans l'entreprise les outils du net. Bon, le net, je vous ai dit, c'est l'écosystème numérique en 2030. Il y aura des outils qui circuleront absolument partout. Il faut les introduire dans l'entreprise. Et les meilleurs pour nous aider à les entreprises, c'est les millennials. Pas mal d'entreprises que je conseille me disent « Monsieur René, bon, j'ai compris l'entreprise digitale, l'importance du numérique. Comment je fais pour changer? J'ai des gens qui ont 55, 60 ans. J'ai beaucoup de mal. Comment je vais faire ?» J'ai dit « Engagez des stagiaires de 20 ans. » Un stagiaire ou une stagiaire de 20 ans qui a la culture du numérique va faire en 3 mois ce qu'un ingénieur va vous faire en 3 ans. Ça, c'est la réalité. Et en plus de ça, on peut créer avec les seniors de l'entreprise une coéducation intergénérationnelle où les jeunes apprennent aux seniors l'utilisation latérale de tous ces outils, les apps, les applis, les logiciels, la combinaison de tous ces outils entre eux. Et les seniors apprennent à ces plus jeunes à contextualiser l'information dont ils sont boulimiques et qu'ils reçoivent d'une manière pléthorique sans contextualiser cette information sous un angle politique, économique, philosophique, voire spirituel. Donc je crois que la coéducation intergénérationnelle et l'apport des millennials dans l'entreprise sont des éléments essentiels pour changer, pour pouvoir évoluer. Vous voyez aussi que j'ai mis ici dans le management des organisations fluides en 2030, j'ai mis en plus d'utiliser la culture numérique des millennials, de promouvoir l'innovation à tous les niveaux. Ça a été dit tout à l'heure par M. Watley. C'est extrêmement important. Mais attention, ne confondons pas l'innovation et les systèmes innovants. Je m'explique. Moi, je vous propose, vous avez vu ça sur Twitter ou dans mes articles sur mon site de rené.com, vous avez vu que je dis, attention, quand on pense innovation, quand les gouvernements, les ministres de l'économie ou les entreprises parlent, il faut développer l'innovation pour accélérer la croissance, oui, mais attention, innovation, ce n'est pas qu'un produit ou un service qui nous fait dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé Google ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas inventé l'iPhone. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'on oublie, en se concentrant sur l'innovation produit ou l'innovation service, le système dynamique et évolutif qui a permis de faire émerger l'innovation. C'est ça qui est important. C'est le système d'émergence de l'innovation que j'illustre par la diapo que vous allez voir dans un instant, après avoir dit que, enfin, pour le manager de 2030, en plus de tous les outils numériques dont j'ai parlé, l'important surtout, c'est de promouvoir le lien humain, le lien social, la relation humaine. Les meilleurs capteurs de ce qui se passe dans l'entreprise, ce sont des humains. Ce n'est pas un tableur Excel, ce n'est pas un robot, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc, pour savoir ce qui se passe, les tendances, écouter, j'ai parlé d'écoute et de confiance tout à l'heure, c'est de promouvoir le lien humain et le lien social. Alors, l'innovation, traditionnellement, l'innovation linéaire, c'est la découverte qui conduit à une publication, l'invention qui conduit à un brevet, l'innovation qui conduit à un produit et à un service nouveau. Ça, c'est traditionnellement linéaire. Moi, je vous ai représenté ici l'émergence des systèmes innovants. Qu'est-ce que j'entends par un système innovant ? Question. Internet, est-ce que c'est une innovation?
Ben oui, ça nous aide à communiquer, les réseaux sociaux. Non. Internet, c'est un système innovant, parce qu'il est fondé sur un protocole qui s'appelle le TCP/IP, il est fondé sur des moteurs de recherche, il est fondé sur de l'email, il est fondé sur des bêta-testeurs, il est fondé sur toute notre coopération. Donc c'est un système innovant. Autre question. Est-ce que le GPS de votre voiture, qui vous a peut-être amené ici, c'est une innovation? Ben oui, ça m'aide à m'orienter dans les rues. D'accord. Mais c'est surtout un système innovant, parce qu'il faut un satellite qui envoie une fréquence que ma voiture comprend et pas celle d'à côté. Un écran tactile, des logiciels dedans. Donc c'est un système. Je vais vous faire rigoler, mais le post-it aussi, c'est un système innovant. Le post-it, c'est un petit papier jaune qui est enduit d'une colle qui ne colle pas. De cette sorte qu'on peut gribouiller n'importe quoi dessus, le coller sur les murs, sur les papiers et l'envoyer partout. C'est donc un système innovant, parce qu'il fait partie de l'environnement de bureau et il utilise des outils qui sont le papier et la colle, qui sont essentiels. Donc, pensons en termes de système innovant. Regardez mon schéma. C'est-à-dire que la première étape, c'est la catalyse. La catalyse, c'est tout travail de directeur de recherche, tout travail de personne de prospective dans une entreprise. C'est de rassembler des tendances, de rassembler des structures qui ne communiquent pas. Moi, j'ai fait ça à Pasteur pendant une quinzaine d'années. Les physiciens avec les biologistes avec les chimistes. Parlez-vous, discutez entre vous. Deuxièmement, c'est la convergence, avec le « E » qui devrait rentrer dedans d'ailleurs. C'est la convergence qui fait en sorte que l'on rassemble des tendances, on les fait converger vers des points. Que sont ces points? C'est les points d'émergence. C'est à partir de cette convergence que vont émerger des systèmes innovants. Et donc, ensuite, l'entreprise les met en application. Donc, comprenez-moi bien, je ne suis pas contre l'innovation, entre guillemets, c'est plus court à dire que les systèmes innovants. Mais ce sont des systèmes innovants qu'il faut promouvoir dans vos entreprises. Des systèmes innovants sociétaux, c'est-à-dire l'organisation, des systèmes innovants digitaux, des systèmes innovants de produits. Système innovant plutôt qu'innovation qui bloque l'esprit et qui fait oublier le processus qui conduit à l'émergence des systèmes. Comment on va travailler en 2030 dans les bureaux et le travail quotidien? Alors évidemment, dans les bureaux et le travail quotidien, tout va changer à cause de la symbiose, les outils symbiotiques dont j'ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais déjà, les écrans tactiles, le toucher, c'est une symbiose entre un écran et vous. Il y a de plus en plus de systèmes qui vont permettre de communiquer directement du cerveau vers les machines. Ce n'est pas du tout de la science-fiction, c'est une réalité que vous retrouverez sur mon site de rené.com ou sur mes tweets si vous suivez le fil de @renéjoël. Donc je parle de ça régulièrement et j'explique que c'est en train de progresser dans le monde sur ces sujets-là. Donc la symbiose va être de plus en plus importante dans le travail de nos bureaux. Mais un peu plus en détail, rentrons plus dans le détail. Par exemple, il va y avoir, j'ai déjà testé ça au MIT, je pratique certains d'entre eux dans des expériences qu'on fait à la Cité des Sciences. Imaginez des salles de réunion avec une écoute des espions permanents, avec notre accord, qui sont des algorithmes proactifs. Ces algorithmes proactifs sont capables, ils existent déjà, de résumer ce qui se dit dans toute la réunion. Soit ils peuvent faire le verbatim automatiquement, ce n'est pas quelqu'un qui tape, hein. C'est le langage to text. Ils peuvent faire des résumés de 3-4 pages, ils peuvent faire des synthèses d'une demi-page. Donc déjà, ça existe et ça va se développer encore plus en 2030. Les réunions seront prises en vidéo. Et la vidéo pourra être retrouvée par des mots-clés sur des moteurs de recherche vidéo, de manière à retrouver ce qu'il y a 6 mois, on a dit d'important au moment où on a tous parlé du nouveau produit qu'on voulait lancer en 2040. Donc, le travail dans les bureaux va être modifié complètement par des algorithmes proactifs, l'intelligence artificielle, la capacité de géolocaliser les gens quand on le veut, d'organiser les bureaux en fonction des déplacements et des plannings. Et vous verrez que pour le développement durable, ça va jouer un rôle très important, de pouvoir allumer les bureaux, le chauffage, l'éteindre à certains endroits. Donc là, le bureau va se réguler comme un corps humain et les gens vont travailler différemment avec ces outils. Le problème, voyez-vous, va être de se débrancher, c'est-à-dire de faire la frontière entre le travail professionnel, le travail personnel, les loisirs. Pourquoi? Parce qu'on sera connecté en permanence dans l'écosystème numérique. De plus en plus, on parle, nous on le pratique à Universcience, le BYOD, ce mot bizarre, veut dire en anglais « Bring your own device ». Beaucoup d'entreprises se sont aperçues que les gens ont des outils plus performants que ceux qu'on leur donne dans l'entreprise. Il y a encore des écrans verticaux avec des claviers et des débits de 2 mégabits sur les ordinateurs des entreprises. Alors que les gens chez eux ont la fibre optique bien souvent,
que les gens chez eux ont des tablettes, ils ont des smartphones. Et donc, beaucoup d'entreprises aux États-Unis et en Europe permettent aux gens de venir avec leurs outils. Ce qui veut dire que si on vient avec ces outils, la vieille notion de télétravail change complètement. On n'est plus du tout dans tout ce que vous voyez apparaître sur cet écran. Le télétravail, rappelez-vous, c'était à l'époque où Thierry Breton avait fait son rapport, c'était ou le travail à la maison ou le travail au bureau, ou. Pas du tout. Il y a entre les deux une infinité de possibilités qu'on appelle les activités à distance. Quand vous êtes dans un taxi, vous dictez à une secrétaire ou à un collaborateur un mémo. Quand vous êtes ici, certains m'écoutent, mais il y en a qui travaillent aussi sur leur smartphone ou leur tablette. Donc le travail à distance est rendu complètement possible avec ces outils numériques et crée une condition particulière qui est quasi juridique, c'est de savoir comment aider les gens à faire la frontière entre le travail professionnel et le travail mouvant. Et comment c'est comptabilisé sur le plan du salaire ou des honoraires ou du travail indépendant dans lequel j'ai parlé tout à l'heure. Les gens peuvent résister à une demande d'un supérieur un samedi matin disant « j'ai besoin de ce tableur Excel pour lundi d'urgence ». Dites non, je refuse, je suis avec mes enfants ou je fais du surf, ce qui est mon cas. Donc, et en même temps, ce n'est pas considéré comme pénalisant dans votre dossier de refus d'obtempérer un supérieur. Donc, juridiquement, cette question de pouvoir travailler quand on veut, comme on veut, à distance, et en même temps de ne pas répondre à la hiérarchie traditionnelle est essentielle. Et la deuxième chose, c'est de former les gens à la gestion de l'information et du temps. Ça se gère, ça existe, il y a des programmes pour ça. La plupart des psys d'entreprise, et il y en a partout, nous on en a, et je les consulte souvent pour discuter de ce que les gens leur disent. Le burn-out, c'est dû principalement, dans 80% des cas, presque 90% des cas, au paradoxe de la rareté du temps et de la pléthore d'informations. Les gens disent « je n'ai pas assez de temps pour lire mes emails et les traiter. J'ai trop de mails, j'ai trop de notes, j'ai trop d'informations qui viennent partout. J'ai Twitter, sur Facebook, les gens m'envoient des trucs, je n'ai pas le temps. » Donc, rareté du temps, pléthore d'informations. Tel est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en dehors de l'entreprise et dans l'entreprise. Donc, il faut que l'entreprise passe par une formation interne permettant aux gens à éviter le burn-out pour l'entreprise de l'an 2030. Alors, vous voyez ici, dans ce travail à distance en 2030, et je vous l'ai dit pour les États-Unis, 44 millions d'Américains travaillent à distance, télétravail, sont des slashers ou des freelancers, ça augmente considérablement en France. Il y a des logiciels, j'en ai sélectionné 3, mais j'en connais 20, Upwork, WeWork ou Square, qui permettent à n'importe quelle personne tout de suite de lancer quelque chose. Vous avez quelques idées avec des amis que vous avez retrouvées dans l'écosystème numérique, vous êtes 4 ou 5 ou 6 à savoir, un le management, l'une le numérique, l'autre la relation client, et vous décidez de vous lancer. Alors jadis, on allait voir une banque qui vous demandait un programme sur 5 ans, prévisionnel, une étude de marché, sinon ils ne vous prêtaient pas de l'argent, d'autant plus que vous devriez donner des tas de garanties. Ça, c'est complètement fini. C'est même plus la peine d'y penser. Ils sont en train de disparaître, ce genre de gens. Donc, ce que font les slashers et ce que font les start-upers et les nouveaux entrepreneurs, c'est de créer tout de suite les conditions qui leur permettent de montrer à leurs futurs clients le produit ou le service qu'ils veulent montrer sur Internet, avec des vidéos, avec tout ce que vous voudrez. De telle sorte que ce sont les futurs clients qui, passionnés par le produit, vont financer le départ de cette entreprise. C'est ce qui est favorisé aussi par ce qu'on appelle le crowdfunding et le crowdsourcing, c'est-à-dire aux États-Unis, des entreprises qui financent des nouveaux produits, ou bien KissKissBankBank en France, créé par Adrien Aumont et 2 ou 3 autres, Kickstarter.com aux États-Unis. Donc, vous voulez un bureau, vous allez sur WeWork. WeWork, c'est le Airbnb des bureaux. Ils sont maintenant en Europe. Vous trouvez un bureau. Et plus que ça, c'est que WeWork crée un club d'affaires, un club d'entreprise qui permet aux gens de collaborer très très vite sur des sujets et se mettre ensemble et partager leur savoir. WeWork. Vous avez besoin d'un programmeur, d'une programmeuse, vous avez besoin d'un logiciel de relations clients, vous avez besoin d'un logiciel d'extraction du big data, des informations pertinentes pour votre entreprise, Upwork. Vous allez sur Upwork, il y a toute une série de cases, de propositions. Je suis programmeur ou je suis graphiste, je suis spécialiste de dessin animé, et d'autres cases de demande. J'ai besoin d'un graphiste, j'ai besoin de spécialistes de dessin animé.
Immédiatement, en 3 clics de souris, le contact est établi. Le salaire est discuté ou les honoraires si on est un indépendant. Square gère toute la comptabilité. Gère la comptabilité quotidienne, gère le bilan de l'entreprise, gère le fisc, les impôts, tout. Donc avec Upwork, WeWork et Square, je ne vous donne que 3 exemples, j'en ai 20 et d'autres qui sont déjà en France et en Europe, on peut travailler à distance et démarrer son entreprise. Et ça va bouleverser l'entreprise de 2030 qui, dans certains cas, de plus en plus, va devenir, comme je l'ai dit, une coopération, une coopérative d'indépendants. Comme l'a très bien compris Jeremy Rifkin lorsqu'il a parlé de la 3e voie industrielle du futur, à côté du capitalisme classique qui va perdre sa place première, il va rester bien entendu. Rifkin n'a pas dit que le capitalisme allait disparaître, il a simplement dit qu'il allait prendre une place moins prépondérante à côté de ce que Rifkin appelle les collaborative commons, que j'ai traduit en français par les communautés collaboratives, la société collaborative, société de partage dont on parle, et le dirigisme étatique qui va continuer avec ses grands programmes et donneurs d'ordre sur des gros chantiers à long terme. Donc, dans la société collaborative, Rifkin nous a dit, la France, notamment dans le monde, a un rôle de pionnier avec les mutuelles, avec les coopératives agricoles, avec les coopératives d'ouvriers. Donc, on va vers ça de plus en plus et ça va conduire à une différente forme de structure d'entreprise en 2030. Enfin, je voudrais parler du développement durable, puisque 3 mots que vous voyez apparaître ici vont être fondamentaux en 2030 pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, dans laquelle l'entreprise recycle certains de ses produits ou des services, ou avec d'autres, fait en sorte, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle, ces outputs, ces produits qu'elle rejetterait, servent d'input pour d'autres entreprises, soit parce qu'elles sont à proximité dans une technopole, soit parce qu'on peut faire des transports qui ne coûtent pas cher. Donc l'économie circulaire va contribuer d'une manière considérable au développement durable de l'entreprise citoyenne. Et l'écologie industrielle. La transmobilité, c'est la possibilité pour l'entreprise de faire en sorte que sa flotte d'entreprises puisse être, nous allons le voir, à mobilité durable. Donc, pour ce développement durable, il est passé assez inaperçu après la COP21 3 choses que je voudrais vous rappeler. On a parlé du fait que 195 chefs d'État étaient prêts à signer un accord pour ne pas augmenter que la température du globe à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. OK, on verra. Mais 3 choses sont passées totalement inaperçues. Premièrement, c'est Mission Innovation, lancé par Bill Gates, lancé par Elon Musk, lancé par Jeff Bezos, Richard Branson de Virgin. Ce sont des milliardaires de l'industrie internationale qui ont décidé de mettre des milliards de dollars dans la croissance verte et dans le développement des énergies renouvelables pour faire en sorte que certaines entreprises puissent fonctionner à 100% en énergie renouvelable d'ici 2030, 2040 et évidemment 2050. La seconde chose qui est passée totalement inaperçue, c'est la proposition du Premier ministre indien, Narendra Modi, qui a proposé de créer une alliance solaire mondiale. 129 pays ont décidé d'y souscrire, c'est-à-dire de participer et d'échanger tout ce que l'on sait sur l'augmentation du rendement des panneaux photosolaires ou du solaire photovoltaïque, de diminuer les coûts, de créer des conditions d'interdépendance avec des systèmes de stockage qui existent, malgré ce que nous disent les nucléaristes et les gens des énergies fossiles. Les systèmes de stockage existent, la transition énergétique est tout à fait possible. Et c'est le troisième aspect, c'est que se sont réunis le 4 décembre à la mairie de Paris, enfin à l'hôtel de ville, sous la création de Michael Bloomberg, l'ancien ministre de New York et d'Anne Hidalgo, 1000 maires de grandes villes mondiales qui ont déclaré officiellement qu'en 2050, ils seront 100% autonomes en énergie par le mix des énergies renouvelables entre elles, les énergies alternatives, le vent et le soleil, étant compensées par des énergies permanentes, que sont la biomasse, l'hydroélectricité ou la géothermie par exemple, et le tout distribué par des smart grids interconnectés entre elles qui s'adaptent à l'offre et la demande, qui constituent Enernet dont j'ai parlé. Donc c'est les 3 éléments fondamentaux qui sont passés inaperçus ou peu médiatisés à la suite de la COP21 vont jouer un rôle fondamental dans l'entreprise de 2030. Déjà, on voit apparaître, grâce à Vinci et à Bouygues notamment,
S'ils sont dans la salle, certains d'entre eux, je les félicite. Des green office, des bâtiments à énergie positive qui produisent, par exemple, dans le cas de Meudon, 78 kWh par mètre carré, alors qu'ils consomment 72 kWh par mètre carré. Donc, sur 25 000 mètres carrés de surface, vous voyez que cette énergie est partageable dans le réseau et entre les gens. Donc, qui dit bâtiment à énergie positive, et les villes vont devenir de plus en plus à énergie positive en 2030, 2040, 2050, Copenhague le sera en 2035, Sydney et San Francisco en 2040, le partage devient possible. Qui dit énergie positive dit partage, dit Enernet, dit démocratie énergétique. Et ça, ce sera un changement fondamental pour l'entreprise de demain. La mobilité électrique et à hydrogène va être très importante pour la flotte de transport des entreprises. Et déjà, beaucoup d'entre elles achètent ce type d'automobile. L'hydrogène, dans une pile à combustible, fabrique de l'électricité et, soit dit en passant, l'hydrogène est un moyen de stocker l'énergie solaire, puisqu'avec des panneaux solaires et l'électrolyse de l'eau, vous faites de l'oxygène d'un côté, de l'hydrogène de l'eau. Je vous rappelle que l'eau, c'est H2O. Et qu'un courant électrique, vous apprenez ça en 5e, qui passe dans l'eau, ça sépare l'oxygène et l'hydrogène. Donc l'hydrogène par électrolyse solaire permet de stocker l'énergie solaire, ce qu'ont bien compris les Allemands, puisqu'ils stockent des quantités considérables d'hydrogène dans des mines de sel pour assurer le lissage de la demande en énergie. Donc la possibilité de changer la flotte, c'est aussi la possibilité de changer la maison et les bureaux avec ce que l'on appelait jadis la domotique. C'est comme Internet, ce sera fini en 2030. Internet remplacé par l'écosystème numérique, la domotique par la home automation. Qu'est-ce que ça veut dire, la home automation? C'est que contrairement à des standards de domotique voulus par Philips, Sony, Bang & Olufsen, Schneider, l'interopérabilité d'aujourd'hui avec le TCP/IP d'Internet, Bluetooth, Zigbee, pour ceux qui savent ce que c'est, et le téléphone portable, rend la maison interopérable. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le smartphone, il devient la télécommande universelle, qui va vous servir à parquer votre voiture électrique, à savoir combien il reste de batterie dans la batterie et à contrôler votre maison à distance. Au CES, il y a 3 jours, Ford a annoncé qu'il faisait la connexion entre la voiture connectée électrique, contrôlable par un smartphone, et la maison automation, contrôlable par un smartphone. Donc tout ceci avance très vite. Alors pour terminer, je vous laisse mûrir cette diapo, qui est volontairement un peu complexe, mais à mon avis, à la beauté du futur. Et vous voyez que quand je parle de la beauté du futur, je parle en tant qu'espoir dont M. Wathelet parlait tout à l'heure. Mon rôle, ce n'est pas de décrire les catastrophes à venir. Les médias le font beaucoup mieux que moi. Mon rôle, ce n'est pas de décrire la catastrophe, les crises, les horreurs. Mon rôle, c'est d'être à la fois réaliste, pragmatique, positif et en même temps constructif. Positif, constructif, réaliste et pragmatique. Et pour ça, je vous prédis que nous allons vers ce que j'appelle l'homme symbiotique. J'ai décrit des éléments de symbiose entre les outils numériques et notre propre travail dans nos bureaux ou à distance. Et ceci crée des conditions tout à fait nouvelles. J'ai appelé dans plusieurs livres le cerveau planétaire. Le fait, tenez-vous bien, et c'est très déroutant pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutent là maintenant dans cette salle, nous sommes en train de construire en tant que cellules vivantes et neurones un organisme vivant qui a la dimension de la planète, que Teilhard de Chardin appelait la noosphère, qu'on a appelé la cybersphère, mais c'est beaucoup plus que ça. Il n'y a pas seulement la communication quasi neuronale dans un réseau neuronal, il y a le métabolisme énergétique et financier qui circule dans cet organisme vivant. Donc nous sommes les constructeurs internes d'un organisme vivant que j'ai appelé le macro-organisme planétaire, qui a déjà et qui va avoir un impact de plus en plus grand, non seulement sur les entreprises, c'est notre but d'en parler de l'entreprise de 2030, mais sur le politique, l'économique, l'industriel, la culture, voire notre approche philosophique du monde dans lequel nous vivons. Parce que l'important, ce ne sera pas le transhumanisme, comme certains nous le proposent, c'est-à-dire prolonger la vie de 1000 ans, qui est une vision élitiste, égoïste et narcissique, en se concentrant sur l'individu. L'avenir n'est pas, je ne vais pas reprendre le terme de collectif, il est tellement ridiculisé depuis les échecs du communisme, mais il est dans la capacité de coopération ensemble pour construire ensemble notre avenir. C'est une des plus belles choses que nous puissions faire ensemble. Et l'entreprise de 2030 en est une étape. Je vous remercie.
J'espère que vous vous êtes reconnus. Vous êtes donc des dirigeants qui allaient diriger des hommes symbiotiques dans des entreprises plateformes, en étant des managers aux 5 vertus, charisme, vision, valeur, écoute, confiance, et vous dirigerez l'ensemble en regroupant des indépendants selon les projets que vous voulez faire avancer. Avec donc des collaborateurs symbiotiques qui pourront vous désobéir si jamais c'est nécessaire, en tous les cas, ne pas accepter les injonctions, toutes les injonctions de la hiérarchie, pouvoir s'affranchir du lieu et du temps pour travailler, et le tout, et ça c'est votre tâche, et vous avez beaucoup insisté là-dessus, le tout en augmentant encore la qualité du lien humain et social. Ceci pose beaucoup de questions, Monsieur de Ronet. Pendant que vous parliez, il réfléchissait, et voici au moins une question d'un dirigeant ici présent qui vous pose la question suivante. Actuellement, moi, j'ai des seniors de 40 ans. Je fais comment pour les emmener vers votre monde? Alors, j'ai parlé de la coéducation intergénérationnelle. Dans l'entreprise, pour faire en sorte que ces seniors puissent reprendre goût et reprendre contact, il faut les mettre en relation avec des jeunes stagiaires et faire de la coéducation intergénérationnelle pour faire comprendre que le numérique, ce n'est pas simplement l'usage de logiciels, c'est une culture qui est dans la tête. La deuxième question, dans tout le monde que vous nous dessinez, il y a des invariants apparemment. Quand je dis invariants, je veux dire par là, vous insistez encore une fois profondément sur la qualité du lien humain. Ceci ne changera jamais, selon vous? Au contraire, ça devrait s'amplifier. Quand j'ai parlé dans une de mes diapositives de se débrancher, j'ai dit qu'il fallait, le plus difficile dans l'écosystème numérique dans lequel nous sommes connectés en permanence, c'est de prendre la décision, c'est une décision personnelle, je me débranche. Je me refuse d'être sur Facebook, par exemple. Moi, je ne suis pas sur Facebook. Je suis sur Facebook en tant que fan Facebook, c'est-à-dire que je reçois des messages sur mon wall et je réponds. Mais je n'ai pas d'amis, les gens ne savent pas qui sont mes amis. Je ne veux pas. Je ne veux pas être trop sollicité. Donc, apprendre à se débrancher, apprendre à prendre du temps pour parler aux gens, pour parler à ses enfants, pour parler à sa famille, pour voyager, pour voir le monde, va devenir de plus en plus important. Donc, les qualités du lien humain et du lien social vont nécessairement s'amplifier en réaction à ce monde numérique, à ce monde d'écran, à ce monde de clics et à ce monde d'écran tactile dans lequel nous sommes rentrés. Une dernière question pour l'ensemble des dirigeants qui se trouvent ici. Quel est le conseil immédiat que vous donneriez? C'est-à-dire pour un entrepreneur aujourd'hui qui développe ses affaires, mais qui se dirige inéluctablement, semble-t-il, vers un monde voisin ou identique à celui que vous avez dessiné, que lui faut-il faire immédiatement? Speak English, read English, be fluent in English, travel, listen to people, read information on the internet, go to a search engine, put a search engine on your own computer, like Google, which you can download Google on my computer, and particularly be completely bilingual, which means that you will understand what the Chinese do, what the Indians do, what the South Americans do, because all this communicates in English. Otherwise, you're doomed, you are analphabète dans le monde d'aujourd'hui. J'ai envie de vous dire thank you, Joël de Ronet. Merci beaucoup, Joël de Ronet.